Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. Hier soir, un gros coup de barre pendant l'entraînement, inexpliqué mais bien présent. Seul souci, je l'ai transmis aux filles qui se sont retrouvées dans le même état. Quelle approche je peux avoir si ce genre de cas se reproduit pour ne pas les entraîner avec moi? Elles étaient pourtant parfaitement en forme en arrivant. Et quand on n'est pas en forme, la peur revient, le manque de volonté et la séance est vite à l'eau. Voilà, si tu as des suggestions pour les détacher de mon bad mood. Je pense que déjà, la première étape, c'est de se considérer soi-même en tant qu'entraîneur comme un sportif, ou en tout cas comme quelqu'un qui peut travailler sur soi comme les sportifs peuvent travailler sur eux. Et à ce titre-là, si on a envie que nos sportifs ils soient capables de gérer leurs émotions, leur état, faire en sorte que eux, le jour de la compétition, même s'ils sont fatigués, bah, ils soient dedans, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire sur nous en tant qu'entraîneur, notamment avec quelques techniques que tu as pu voir dans les autres conférences, avec la visualisation aussi, avec la respiration, etc. Moi, globalement, je parlerais quand même d'une certaine exemplarité par rapport à ça. Par exemple, j'ai eu le problème quand je voulais vraiment développer mon entreprise de préparation mentale, tu vois. Je me mettais à beaucoup travailler, donc j'avais des coachings, la création de mon site web, la communication sur les réseaux sociaux, les lectures, la formation, etc., etc. Et au final, eh ben, je me retrouvais à bosser de 9h à 23h et finalement, je faisais plus de sport. Alors que je crois que ce qui fait ma valeur ajoutée en tant que prep mental par rapport à d'autres, c'est d'être vraiment un mec du terrain qui fait du sport tous les jours. Et donc, j'étais en train de perdre ce qui, à mon avis, fait ma force dans ce métier-là, qui est d'être un vrai pratiquant sportif. Et il a fallu que je fasse des choix par rapport à ça, pour être un peu plus exemplaire déjà auprès des gens que j'entraîne. Pourquoi? Parce que quand j'entraîne, euh, par exemple, des entrepreneurs et même des sportifs, à avoir, tu vois, une certaine vision de l'entraînement et de la récupération, comment dire, tu vois, en prépa mentale, quand tu travailles avec des perfectionnistes, et souvent avec des gens qui veulent trop en faire, et tu as besoin de leur montrer que de récupérer ou de faire d'autres choses, par exemple, c'est souvent en arrêtant de travailler que les bonnes idées, elles te viennent, tu vois, ce qu'on appelle l'idée sous la douche ou l'idée pendant que tu fais une balade dans la ville, tu vois. Souvent, les bonnes idées, elles viennent quand tu t'y attends pas vraiment. Et du coup, pour pouvoir avoir ce message-là auprès des personnes, bah, il faut que toi, tu sois exemplaire. Il faut, je crois, que toi, dans ta vie perso, tu sois pas en train de bosser 16 heures par jour sans manger, sans dormir, sans faire de sport. Sinon, il y a vraiment un problème de dissonance par rapport à ça. Donc moi, ce que je recommanderais à Arthur, c'est un, d'utiliser les techniques qu'Alexandre y propose, et deux, de vérifier est-ce que toi, tu es exemplaire en tant que gymnaste, en tout cas en tant qu'entraîneur. Maintenant, on peut se demander, j'avais pas mal de questions, c'est dommage qu'Arthur ne soit pas là, mais en quoi est-ce que ta façon d'entraîner, Arthur, elle est différente quand tu as un coup de barre? Comment est-ce que ça va modifier la façon dont tu entraînes? Et d'ailleurs, à quoi est-ce que tu sais que tu leur as transmis cette fatigue? C'est un peu la même question peut-être qu'il y a Benjamin tout à l'heure, quand je demandais à Benjamin, tiens, à quoi tu sais que tu as transmis? Euh, Oh là, pardon, petit bruit à côté, je vais couper ça. Hop, pardon pour l'interruption. Vous m'entendez? Donc, une fois qu'on s'est interrogé sur, tiens, bah, comment j'explique que j'ai pu transmettre ça aux autres, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui fait que je le transmets plus facilement, voire même à quoi est-ce que je sais que je l'ai transmis, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai transmis? Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, j'ai envie, moi, d'utiliser plutôt la question suivante, tu vois, qui est de comment faire de ton problème, de ta galère, une opportunité. Moi, quand le confinement il m'est tombé dessus, c'était un vrai problème. Je ne pouvais plus faire de snowboard, j'avais plus de chiffre d'affaires, bref, tout plein de choses. Et comment faire de ce confinement une opportunité? Dans le même cas, quand tu arrives à l'entraînement, dans une situation qui semble difficile, par exemple, tu es particulièrement fatigué, tu n'as pas pu dormir, tu t'es engueulé avec ta meuf, enfin, tu vois, il y a plein de choses, comme tu disais Alexandre tout à l'heure, même si on essaye d'être exemplaire, on ne peut pas être tous les jours au top, et c'est clair. Honesta, il le disait lui-même dans un interview que je vous ai montré l'autre fois,
qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas toujours avoir des bonnes idées parce qu'il avait aussi, lui, des problèmes à la maison. Donc, comment faire de cette galère, de cette fatigue, une opportunité? Et là, je suis sûr, mais j'ai envie d'abord de vous donner la parole à vous. Moi, j'ai réfléchi à comment on pourrait utiliser cette fatigue et en faire une opportunité. Est-ce que vous avez des idées? Je vous écoute. Peut-être en profiter pour changer la manière de faire et notamment sur l'aspect pédagogie, sur l'aspect animation, peut-être être un peu moins présent et puis travailler un peu plus sur l'autonomie, sur des choses un peu où l'entraîneur est un peu plus en retrait que hyper présent par rapport aux autres séances. Toi, tu as lu les commentaires que j'avais mis sous les diapos, toi, non? Non, même pas. Non, non. Ok, continuez, je vous écoute. Ouais, à peu près pareil. Peut-être du coup, peut-être que comme mon œil est mon niveau de précision, on va dire spécifique au sport, il est moins précis, peut-être dans mes encouragements moins précis, mais peut-être que du coup, comme je serais plus fatigué, peut-être aussi prendre le temps, enfin moins encouragé, mais du coup, prendre le temps plus de discuter avec les sportifs. Du coup, prendre peut-être un temps, arrêter plus tôt et justement faire d'un moment plutôt d'échange et de là, peut-être poser des questions qu'on n'a pas le temps, par exemple, de poser. Ok, très intéressant. En fait, là, la question que je pose, elle fait un peu l'opposition de ce qu'on était en train de dire avant, Alex. Tu vois, c'était, ok, bah, quand tu n'arrives pas en forme, fais en sorte d'être en forme, va faire une visualisation ou une respiration comme ça, là, comme je l'explique dans une vidéo, et puis d'un coup, deviens en forme. Mais c'est pas toujours possible, parfois c'est possible, c'est pas toujours possible d'aller à l'encontre de comment on se sent ou de faire évoluer comme ça les choses, de détourner la raille, j'ai envie de dire. Peut-être parfois il vaut mieux se demander, tiens, mais dans la direction où je vais, est-ce que je peux en faire quelque chose de cette direction? Et d'abord, Benjamin, tu as proposé quelque chose de très intéressant, tu vois, tu as parlé d'autonomie, d'être un peu plus en retrait en tant qu'entraîneur. C'est vrai que dans certains sports, tu vois, l'entraîneur, il peut être très présent sur les consignes, il peut toujours quoi dire quoi faire. Un des exemples, c'est un entraîneur que, et ça peut être le cas en gymnastique, je ne sais pas si c'est le cas d'Arthur, à chaque fois qu'une sportive fait un passage, l'entraîneur donne un feedback. Tu vois, ça c'est une façon de travailler. Un passage égale un feedback. Mais quand à chaque passage tu donnes un feedback, il y a des choses que tu ne développes pas chez la personne que tu entraînes, notamment la capacité à se donner soi-même du feedback, notamment la capacité à se donner entre gymnastes du feedback, puisque comme c'est une activité artistique, il y a aussi tout le fait d'apprendre avec son œil à regarder chez les autres qu'est-ce qui est beau ou pas, qu'est-ce qui est propre ou pas, puisqu'en fait c'est ce qui est évalué ensuite par les juges. Et donc, si toi tu te mets complètement en retrait et que tu dis bah, ce soir j'ai du mal à parler, je suis fatigué, euh, je ne donnerai aucun feedback, vous allez faire les feedbacks entre vous, eh ben, à mon avis, tu es vraiment en train de profiter de cette situation. Bien sûr, tu ne pourrais pas faire ça toute l'année, sinon il manquerait quelque chose, ton expertise à toi d'entraîneur. Mais je suis sûr que ponctuellement, ça peut vraiment être bon. Et peut-être que c'est des idées comme ça que tu avais, Benjamin, quand on parlait tout à l'heure. On peut continuer, tu vois, avec l'idée aussi que il peut y avoir dans ton groupe certains membres, certains éléments qui deviennent des leaders. Par exemple, en gymnastique, on peut travailler différents éléments. Et après tout, pourquoi est-ce que ce serait à l'entraîneur de toujours dire d'abord on commence par la lune, je sais pas, ou on va prendre un exemple au sol parce que c'est plus facile, c'est au même endroit sur le praticable, hein. Donc au sol, d'abord on va faire une rondade, ensuite on va faire un flic-flac, ensuite on va faire un salto avant. Pourquoi ce serait à l'entraîneur de toujours déterminer l'ordre des figures? On pourrait très bien dire que c'est un des membres du groupe qui va diriger une partie de la séance. Tiens, toi, sur quoi tu as envie de travailler ce soir? Vas-y, tu mets en place une demi-heure de séance ce soir. Et évidemment, chez les jeunes qui ont 6 ans, ça va être beaucoup plus difficile que chez les adultes qui ont 25 ans et qui sont au niveau olympique. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, à essayer de mettre en place sur tout ce qui est prise d'initiative, responsabilisation des gens qu'on entraîne. Et aussi, ça leur permet de voir que, en fait, ils font ça pour eux et pas juste pour l'entraîneur, quoi. Puisque si toi, le jour où tu es fatigué et tu peux pas leur botter le cul, ils font plus rien, eh ben, peut-être que c'est un signe aussi. Et à ce moment-là, tu peux faire à la suite ce que je vais vous proposer juste après. Mais avant, je veux savoir si vous avez des questions sur ce que j'ai dit là ou pas. Non, moi, je veux juste rebondir parce que ça a été le cas, notamment sur l'autonomie et la prise d'initiative.
Au départ, cette saison, en fait, les joueurs, quand ils rentraient dans le vestiaire, ils avaient les maillots rangés par des numéros avec leur étiquette et leur prénom dessus. Ils s'asseyaient à leur place. L'échauffement était prêt. En fait, ils avaient juste à penser au jeu. Ils avaient juste à faire ça. Et en fait, moi, j'avais fait ça dans le sens où les joueurs devaient penser qu'au jeu et à faire que ça. Et en fait, au lieu de déclencher ça, j'ai déclenché un. En fait, l'entraîneur, il nous fait tout. Et à un moment donné, quand il faut prendre des responsabilités sur le jeu, sur le terrain, eh bien, il y a plus qu'à là, il y a souvent de mais comment on fait, comment ça se passe, et il n'y a plus d'autonomie. Et ben en fait, quand j'ai compris ça, j'ai supprimé cette méthode-là, et c'est là où c'est les joueurs qui donnaient les numéros, c'est les joueurs qui installaient le terrain, c'est les joueurs qui prenaient l'échauffement, et ben le comportement, il est tout de suite passé sur de l'autonomie, la prise d'initiative, et du coup, une évolution qui a complètement changé. Ok, génial. Je crois que tu viens aussi d'expliquer pourquoi en 2020 on s'intéresse plus au leadership démocratique que directif, tu vois. Dans le sens où quand on entraîne les gens à faire seulement ce qu'on leur dit, dès qu'il y a une situation qui sort de l'ordinaire, le réflexe qu'ils ont, c'est de te tourner vers toi et d'attendre que tu leur dises quoi faire. Mais si tu construis chez eux de l'autonomie et que tu les laisses affronter les difficultés en ne disant rien, par exemple en disant OK, ce soir vous faites les feedbacks entre vous, moi je ne fais pas de feedback, et bien à ce moment-là, ils vont devoir contacter avec leurs ressources à eux pour faire. Donc ouais, top ça, Benjamin. Ce que j'aimerais proposer aussi pour Arthur, c'est quand je suis dans cet état-là, là, quand je suis fatigué, est-ce qu'il y a un type de contenu d'entraînement pour lequel ça peut m'aider? Est-ce que cet état de fatigue dans lequel je suis, il peut me rendre plus performant dans ma façon d'entraîner avec certaines méthodes d'entraînement? Et je vous donne des exemples. Moi, pour donner une séance type sophrologie, relaxation, vous savez, ou pourquoi pas, on fait s'allonger les sportifs à la gym et on leur propose quelques étirements en écoutant de la musique relaxante pour bosser la souplesse, voire même je leur fais fermer les yeux et visualiser qu'elles sont au bord de la plage en train de se relaxer, etc. Ça, c'est pas forcément du domaine de la préparation mentale pure, hein, ça peut très bien être un entraîneur qui fait ça. À l'université, les entraîneurs, ils apprennent notamment à faire ça. Eh ben, moi, je préfère 100 fois être dans un état où je suis fatigué pour faire ça, que être dans un état où je suis super excité, trop en forme, il vient de m'arriver un truc cool, tu vois. Parce que mon état, il correspondra mieux. De la même façon, peut-être que pour faire des échanges individuels un peu posés, tu vois, avec un rythme tranquille, où tu laisses beaucoup la parole à la personne qui est en face de toi, plutôt que d'être sans arrêt cet entraîneur qui parle beaucoup et qui dit quoi faire, peut-être que ça va t'être utile du coup d'être fatigué parce que ça te met dans un état d'écoute un peu plus prononcé, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut virer une grande partie de l'entraînement technico-tactique et à la place faire quelque chose sous forme de, je vais appeler ça un briefing collectif. En fait, c'est pas un briefing, c'est plutôt un échange, on va dire, collectif, avec l'entraîneur qui poserait des questions à son groupe, comme si c'était un entretien individuel, mais à plusieurs, en fait, un entretien collectif. Voilà. Est-ce que vous pouvez ressentir, vous, en tant qu'entraîneur, comme ça, des choses qui seraient plus faciles à faire pour vous si vous étiez dans un état, pourquoi pas, on va dire, fatigué? Je pense pas fatigué, mais calme, je dirais. Peut-être prendre le temps avec les joueurs de discuter qu'est-ce qui se passe avant l'entraînement, après l'entraînement, euh, d'avoir plus comment dire, de connaissances sur les sportifs. Je pense que c'est un moment où il faut être calme et pas OK, allez, on fait l'échauffement, bim, faut envoyer. Là, c'est plutôt où si je suis calme, je pense que c'est le meilleur moment pour en parler. Ok, cool. Et toi, Benjamin? Ouais, je le rejoins là-dessus, où dans ces moments-là, il faut en profiter de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on a de l'énergie, quand on pense à la séance, à tout ce qui va autour. Mais prendre le temps d'analyser et de comprendre quel public on a en face de nous, et puis aussi en profiter pour savoir ce qui se passe, comme dit Alexandre, ce qui se passe avant l'entraînement, euh, comment ça se passe sur la vie de famille, à l'école, sur tout ce contexte-là où habituellement les entraîneurs, on n'a pas le temps parce que on a préparé notre séance, on a notre objectif, il faut lancer la séance et c'est parti. Ok.
Cool. C'est cool de voir comme ça, parce que j'avais peur que vous m'opposiez le fait que quand on entraîne, il faut absolument entraîner, il n'y a pas un entraînement à perdre. Euh, et en fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette attitude où, ok, bien sûr, on veut les entraîner et pour qu'ils soient meilleurs au foot, il faut qu'ils tapent dans le ballon. Mais peut-être que parfois, les circonstances font qu'on serait meilleur à faire autre chose, à faire autrement. C'est ça? Et puis je pense aussi que il y a le fait de faire les choses avec qualité, que dans l'apprentissage, que faire quelque chose avec peut-être une mauvaise intention ou avec de la fatigue, que ce soit un mauvais geste et que, entre guillemets, on répète un mauvais geste, plutôt que de faire, enfin, faire 100, ok, on fait 100 tirs au but, je sais pas, au foot, mais 100 mauvais tirs, enfin, ou aller 50 mauvais tirs, et plutôt que bah, j'en tirais 20, mais 20 de qualité. Et je vais pas en avoir négatif. Donc je vais peut-être pouvoir mieux apprendre. Enfin, je le vois comme ça. Ok, ouais, une vision un peu plus qualitative, tu dirais, en fait, de l'entraînement. C'est un peu ça que je voulais dire aussi quand tu as ton créneau d'entraînement qui dure 1 heure et demie et que toi ou toute ton équipe arrivait dans des circonstances, par exemple, particulièrement fatiguées, bah, peut-être qu'au lieu de faire 1 heure et demie, on peut faire une durée d'entraînement plus courte et profiter du reste du temps qui nous reste pour faire autre chose dans lequel on peut être utile. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former, je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, ben mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.